Tous mes camarades sortent de ce cours comme si rien ne venait de se produire. Quant à moi, je suis outré par la violence de l'homme. Mon intérêt au départ était de savoir comment mon pays, le Maroc, a traité ses citoyens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je cherche longtemps, puis je te rencontre, Timsit Yaish. Le dimanche 23 avril 1905, Mogador. Une belle nouvelle remplit le cœur des Timsites, l'arrivée au monde de leur fils. Ils ont longtemps réfléchi au prénom qu'ils allaient lui donner. Ils ont déjà pensé au rabbin qui allait le circoncire et le bénir, à sa bar mitzvah, à ses premiers amours, à la vie qu'il pourrait avoir. Finalement, ce sera Yaish. C'est un prénom israélien qui signifie être vivant. Cela m'interpelle soudainement. Je vais sur mon blog. De quoi rêvais-tu? Comment une personne avec un prénom aussi fort a-t-elle pu mourir dans de telles conditions? Je m'intéresse à son enfance. Qui était sa famille? Je me renseigne. C'était le fils de Joseph Timsit, commerçant à Mogador, et de Rachel Timsit, née à Bekassi. Il vivait en harmonie avec la communauté musulmane. Il vivait au Mellah, un quartier exclusivement désigné aux Marocains de confession juive. Il allait à l'école de l'Alliance israélite universelle, comme les autres enfants de la même confession religieuse que lui. Dans les années 1910, il quitte le Maroc pour aller une première fois en France avec ses parents. À cette époque, la France comptait plus de 15 000 travailleurs marocains. En 1914, alors qu'il n'avait que 9 ans, le monde connut une première guerre mondiale. C'était une guerre d'anéantissement où les femmes ont eu un rôle important, puisqu'elles remplaçaient les hommes dans les usines. Son père a continué à exercer son métier d'ouvrier et n'a pas participé à la guerre. Il grandissait et nourrissait ses rêves d'enfant. Il espérait un avenir plus prospère. C'est devenu un jeune homme accompli et distingué. C'est alors qu'il rencontre Hassiba Alice Suissa, une jeune Marocaine de confession juive, également native de Mogador. Il est épris d'elle
et se voit construire un avenir à ses côtés. Le 15 mars 1933, alors âgé de 28 ans, il épouse sa bien-aimée à la synagogue de Casablanca, où ils font vœu de rester unis, de se respecter pour le meilleur comme pour le pire. Jusque-là, Yaish Timsit ignorait encore ce qu'il aurait à affronter. Le jeune couple va vivre au Millah de Casablanca. C'est au 30 rue Worthington, actuellement rue Mohamed Tabit, qu'il demeure pendant un moment. La crise de 1929 fait chuter l'économie marocaine. Plusieurs personnes décident alors d'émigrer dans des pays où la situation est plus stable. Dans l'entre-deux-guerres, de l'autre côté de la Méditerranée, la France est en pleine émancipation. Les accords de Matignon permettent l'augmentation des salaires, assurent la liberté syndicale et instaurent des conventions collectives. Le temps de travail hebdomadaire passe de 48 à 40 heures et 2 semaines de congés payés sont assurées aux salariés. Timsit Yaish souhaite revenir en France. Il estime qu'un meilleur avenir les attend dans cette partie du globe. Ce rêve ne tardera pas à se réaliser, puisqu'il ira travailler dans la manufacture des glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, à Saint-Fond, dans le Rhône, où il avait déjà travaillé auparavant. C'est là que Timsit Yaish et son épouse, Alice, fondent leur famille, composée de Timsit Joseph, leur aîné, né le 27 mai 1934, Timsit Henri, né le 22 octobre 1936, et de Timsit Simon, né le 20 janvier 1941. Le 1er septembre 1939, le monde entre en guerre. C'est le déclenchement d'un conflit idéologique planétaire. En 1940, la France est attaquée par l'Allemagne nazie et la défaite est rapide. Un mouvement de panique se déclenche par l'exode massif des Français vers le sud pour fuir l'avancée des troupes allemandes. Le gouvernement perdu appelle le maréchal Pétain au pouvoir. Il devient alors président et met fin à la Troisième République. C'est le régime de Vichy. Il demande alors l'armistice aux Allemands. La France est divisée en deux. Le nord et l'ouest forment la zone occupée par les Allemands. Le sud du pays est une zone libre, séparée par une ligne de démarcation. Dans le Rhône, Lyon est le centre de la résistance juive. Yaish continue à travailler à l'usine. Il est serein et pense qu'il ne sera pas une victime de guerre. Mais, en juillet 1944, les arrestations, les tortures et les déportations atteignent leur maximum. Si vous prenez la Shoah, pendant très longtemps, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, on vous dit, la Shoah c'est terrible, hein. Enfin, c'est le cas de quelques pervers, polymorphes, grands malades. C'est le cas de sadiques, mais qui représentent que 2 ou 3% de la population. Et si vous croyez ça, vous vous trompez. Parce que si vous prenez en compte, par exemple, n'importe quel génocide, hein, et si vous prenez plus spécifiquement celui de la Shoah, 6 millions de juifs assassinés en Europe. 6 millions de juifs assassinés en Europe. Il y a combien de nazis, il y a combien de SS, etc. Il y en a peut-être même pas 100 000. Avec 100 000 personnes, en 4 ans, vous n'assassinez pas 6 millions de personnes. Ça, c'est mathématiquement impossible. Et d'ailleurs, ça s'est pas passé comme ça. C'est mathématiquement impossible. 100 000 personnes ne peuvent pas tuer 6 millions de personnes. Alors là, vous vous posez la question, mais comment ça peut être possible? Mais parce qu'à ces 100 000 pervers, polymorphes, sadiques, à qui on a mis tout le mal vécu, réalisé, sur le dos, il y a des millions et des millions, il y a tout un ensemble de sociétés qui vont participer à la Shoah. Pour arriver à Auschwitz, il faut bien être arrêté. Pour être arrêté, il faut bien être dénoncé. Pour arriver à Auschwitz, il faut bien être transporté. Pour être arrêté, il faut avoir le désespoir de comprendre qu'on n'aura aucune aide dans l'environnement qui est le sien. Est-ce que vous mesurez? Et donc, la Shoah, c'est pas simplement une affaire de nazis, c'est une affaire européenne. C'est un mercredi après-midi, le 7 juin 1944,
Yaïch a 39 ans. Il finit une longue journée de travail et compte rejoindre sa famille. Toutefois, les Allemands l'en empêchent en le déportant vers Drancy. Sans nouvelles de son époux, Alice adresse une lettre à un ministre des prisonniers déportés et réfugiés à Paris, le 9 octobre 1944. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me renseigner, s'il vous est possible, sur le nommé Timsit Yaïch, mécanicien, né le 23 avril 1905 à Mogador, arrêté par les Allemands à Saint-Fond le 7 juin 1944, déporté pour Drancy, et de la déporter le 31 juillet 1944 à destination inconnue. Dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer Monsieur le ministre mes salutations les plus respectueuses, Madame Timsit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aloy Brunner, alors commandant du camp de Drancy, en région parisienne, ordonne le dernier grand convoi. C'est le convoi 77, qui part vers Auschwitz le 31 juillet 1944, en emportant 986 hommes et femmes, ainsi que 324 enfants. Il y signera son arrêt de mort. Ce qu'elle ne savait pas non plus, ce sont toutes les atrocités qu'il a vécues lors de ce convoi. D'abord, les wagons, où ils étaient tous entassés, comme des cadavres, alors qu'ils étaient vivants. Yaïch a été marqué, battu, menacé, puis exterminé. Malgré tout, le chant de Dachau résonne. Les barbelés chargés de mort entourent notre univers. Un ciel sans pitié envoie les coups de soleil. Loin de nous sont toutes les joies, loin les femmes, loin la patrie. Lorsque nous partons au travail, des milliers silencieux à l'aube. Mais nous avons appris la leçon de Dachau, et sommes devenus durs comme l'acier. Sois un homme camarade, reste un homme camarade. Il faut s'y mettre camarade, car le travail c'est la liberté. Le pire, c'était la nourriture. Quand elle était là, c'était ce qu'on appelait du pain sec, de la soupe. On en recevait de temps en temps, mais je suis très gentil en disant que ça s'appelait de la soupe. On mangeait presque rien. On crevait. Ce qui était terrible là-bas, c'est que nous étions des déchets. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'existais plus. J'étais une loupe, une lavette, un demi-cadavre. Je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas imaginer. Moi, vous savez, je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, et pendant toute ma scolarité, à votre âge, on avait beaucoup d'anciens déportés qui venaient à l'école. Et qui témoignaient. J'ai grandi aussi avec beaucoup je dirais, de films, de biopics qui retracent un peu l'histoire d'anciens déportés, etc. J'ai pas mal de récits autour de moi, mais je n'arrive pas à imaginer. Je n'arrive pas à imaginer deux choses. Comment vivre dans de telles conditions et survivre malgré tout, et comment l'être humain est capable d'autant d'abominations d'un autre côté. Donc c'est je dirais un scénario tellement inaudible, tellement douloureux, tellement extrême que personnellement je n'arrive pas sur le plan de l'émotion à le qualifier. Et donc c'est pour ça que le travail d'ailleurs que vous faites au niveau de l'école est fondamental, est très très important, parce que d'une part il vous montre comment des êtres humains parviennent à s'en sortir malgré tout, et comment aussi des êtres humains dans l'histoire parviennent à fabriquer le pire.
Donc pour moi, c'est une petite fenêtre, mais j'arriverai pas à mettre des mots sur ça parce que malheureusement, ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux justement qui parlent d'une expérience individuelle, c'est-à-dire qui ont vécu ça. Mais donc la situation, on la voit, c'est-à-dire qu'il y a eu, on a pointé des gens du doigt du fait de leur origine. Ça se traduit par des arrestations, par des convocations et puis des arrestations manu militari. Et puis on compartimente évidemment des gens dans des trains et qui sont envoyés vers des camps, Auschwitz-Birkenau ou d'autres. Moi de Belgique, c'était l'internement dans le fort de Brandonk et donc dans pas mal d'autres lieux comme ceci. Et donc, une fois entrés dans ces camps qui étaient appelés des camps de travail, on exploitait les gens, on triait les gens sur le volet, on séparait les familles, et puis c'était une logique évidemment où les personnes qui étaient aptes au travail étaient surexploitées, et ceux qui n'étaient pas aptes à travailler étaient tout simplement éliminés. Et donc, et de là, on va mettre sur pied quelque chose qui fait froid dans le dos, c'est l'industrialisation de la fabrique de la mort. C'est-à-dire qu'on va systématiquement mettre des gens dans des situations terribles de mise à mort et de mise à mort programmée, systématique, avec des choses qui sont absolument hallucinantes. Par exemple, la récupération des dents en or des personnes, la récupération de leurs objets. Enfin, il y a des choses qui sont, je pense, encore aujourd'hui, qui dépassent tous les scénarios les pires dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, il y a d'autres expériences qui peuvent avoir des corrélations comme ça dans l'histoire, mais celle-ci, elle est en même temps proche. Elle touche des Marocains aussi. C'est d'ailleurs la pertinence de votre travail. Donc, elle est tellement proche, mais tellement, je dirais, distante par rapport à toute l'éducation qu'on a pu avoir, à toutes les valeurs, à tous les principes humains, tout simplement, qui font qu'on est humain. Alice n'a jamais pu dire adieu à son mari. Tout ce qu'elle a reçu, c'est une lettre, l'informant du décès de son époux. Au Maroc, le regretté souverain Mohamed V rejeta la politique de Vichy concernant les Juifs. Entouré de rabbins et de notables juifs, feu Mohamed V déclarait aux journalistes: Je n'approuve pas du tout les nouvelles lois anti-juives et je refuse de m'associer à une mesure que je désapprouve. Je tiens à vous informer que, comme par le passé, les Israélites restent sous ma protection et je refuse qu'une distinction soit faite entre eux et mes sujets. À ce titre, le Dahir du 19 août 1941 l'atteste, puisqu'il considère que les Juifs sont des sujets marocains. D'ailleurs, Mohamed V sera nommé compagnon de la libération par décret du 29 juin 1945. Qu'a fait le roi Mohamed V pour protéger les Marocains de confession juive lors de cette guerre? En fait, c'est très simple. Le roi Mohamed V de l'époque ne considère pas qu'il a affaire à des Juifs au Maroc, il a affaire à des sujets marocains. C'est ça la position. Le régime de Vichy, donc notamment le gouvernement de Vichy, veut imposer une série de mesures contre les Juifs du Maroc, des mesures notamment clairement antisémites, donc ce qu'on appelle les lois vichistes, hein, qui essayent de s'imposer, et évidemment le roi Mohamed V donc résiste par rapport à ceci avec cette position de principe qui est tout à fait intéressante parce qu'elle montre d'abord et avant tout l'inclusion des Juifs dans la marocanité, ce qui est une évidence. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir autoriser l'inscription de la mention « Mort pour la France » sur l'acte de décès de mon mari que je vous envoie ci-joint. Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur le ministre, mes plus
plus respectueuses salutations. Madame Alice Timsit. Sur le plan identitaire, le juif, c'est moi. D'accord. L'identité, c'est-à-dire l'autre, n'est plus autre. L'autre, c'est moi dans son expérience, dans sa trajectoire, parce que si on incrimine une personne pour sa référence religieuse ou le fait qu'il appartiendrait à un peuple X ou Y, etc., demain, ça peut être moi. Elie Wiesel a dit « Tous les peuples qui ne connaissent pas leur histoire sont appelés à la revivre. Grâce à toi, Timsit, j'ai une mémoire, mais aussi une vision sur l'avenir. » Au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris. Ce qui m'ensorcelle, c'est